En cas d'amour podcast, saison 2. En cas numéro 4, Autour du livre En cas d'amour. nous avons souhaité rendre hommage dans cet encas à Anne Dufourmentel, philosophe et psychanalyste contemporaine d'une finesse rare et d'un esprit clinique étonnant de pertinence. Elle nous a touchés au point de nous laisser inspirer par elle pour le titre de ce podcast. Suivez-nous dans la découverte d'Anne et de ses idées, de nos expériences amoureuses et de comment nous avons souhaité les articuler pour cette réflexion. Bonne écoute. Si on peut dire quelque chose sur le livre, sur le fait que tu lises ce livre, En cas d'amour, psychopathologie de la vie amoureuse, que tu l'aies lu cette semaine, que tu m'aies partagé des passages, nous a amené à affiner notre approche du podcast, en particulier sur un côté poético-intellectuel. Et donc, on a envie de s'en inspirer. Donc, pour à la fois le titre du podcast et puis à la fois la façon d'approcher en termes de mots, de s'en inspirer en tout cas. Je sais pas, qu'est-ce que tu peux en dire, toi qui l'as lu le livre? C'est un livre, je connais l'histoire de Anne Dufourmentel qui a écrit le livre qu'elle a écrit avant celui-là qui est son dernier. Donc son avant-dernier s'appelait Éloge du risque. Après, elle a écrit celui-là dans lequel il y a une description de 4 cas de noyade, notamment le cas d'un patient qui la consulte et qui lui raconte comment il a sauvé un enfant de la noyade. Et à ce moment-là, elle dit que ça fait 15 ans qu'elle pratique en tant que psychanalyste et que elle a été prise par des sanglots et elle a dû interrompre la séance, elle est partie. Elle est revenue et lui, il a vu dans son regard qu'elle avait pleuré. Donc il y a cette première histoire de noyade. Mais cette histoire de noyade, qui n'était pas une histoire de noyade, qui était une histoire de sauvetage. Oui, l'enfant s'est noyé. Ah, l'enfant s'est noyé. L'enfant s'est noyé et il l'a ranimé. Il était inconscient. D'accord. Donc c'est une noyade avec une fin heureuse, on va dire, ouais, heureuse. pour l'enfant. Pour l'enfant. Mais après, il y a plein d'aventures qui s'en suivent, pas très drôles. Autour du positionnement de cet homme. Autour du positionnement de cet homme qui est accusé d'avoir abusé de l'enfant et apparemment ce n'était pas vrai, etc. Mais elle raconte l'impact de ce récit de noyade. Après, il y a une autre patiente qui lui raconte une situation de noyade et qui cherche dans son histoire. Donc c'est elle qui a failli se noyer. Et à partir de là, il est proposé dans le travail analytique d'aller chercher dans les archives et elle trouve d'autres femmes noyées dans la généalogie. Il y a un 4e récit de noyade également où c'est un homme qui se sent coupable de la mort de son amante, qui n'était pas que son amante, apparemment c'était aussi sa fille sans qu'il le sache, mais ça c'est encore une autre histoire complexe. Mais il se sent responsable d'avoir entraîné cette femme dans la mer avec lui. Ils ont nagé et puis elle s'est noyée. 1 an après l'écriture de son dernier livre, Anne Dufourmentel s'est noyée en essayant de sauver un enfant dans la mer, dans le sud de la France. Et elle l'a sauvé, l'enfant, mais elle s'est noyée. Et donc j'étais vraiment déjà très triste par cette histoire tragique d'une femme absolument extraordinaire à laquelle on a eu envie de rendre hommage parce que En cas d'amour, ça nous a beaucoup parlé tous les deux. Et voilà, j'étais très très touchée, même bousculée par cette histoire et par la finesse de son écriture et la finesse de son lien avec l'inconscient. Et ce qui s'est joué là, dans écrire un livre où il y a 4 cas de noyade, puis se noyer ensuite en ayant écrit juste avant l'éloge du risque. Donc, il y a là quelque chose qui nous a semblé à la fois très mystérieux et très intéressant, quelque chose à explorer. Puis tout simplement, je pense qu'on s'est senti touché par ses mots, par sa poésie et inspiré pour nous baser sur ce qu'elle a écrit pour développer autre chose qui nous appartient aussi. Voilà pourquoi j'ai plongé dans ce livre. J'ai été happée par son écriture. Ouais, c'est
Les passages que tu m'as fait suivre sont tout à fait parlants, et même si moi j'avais pas le contexte ni de quel livre il s'agissait, puisque tu prenais en photo juste le bout de texte. Oui. J'en saisissais à la fois. Il y a déjà de l'eau dedans. Ah, ok. Ouais. Tu peux le faire comme ça. Je couperai. Comme ça sera fait. On peut couper. Ça, c'est juste que faut mieux pas le faire quand on parle. Comme ça, on peut l'enlever. Et donc de sentir la profondeur de ce texte. Je vais juste le retrouver, histoire d'illustrer mon propos. Le premier que tu m'as envoyé, c'était vendredi, donc c'était hier. Vendredi, non, c'était avant-hier, donc vendredi à 14h10. Donc c'était le 3 novembre. Pour être séparé, il ne suffit pas de naître, d'être né. Il faut sans doute avoir rencontré dans cette solitude une respiration nouvelle, un espace à soi, avoir pu déployer son corps et planter ses racines. Donc là, j'ai vu très clairement, en tout cas, une référence à ce que toi, tu as vécu dans la séparation avec le père de tes enfants. Mm-hmm. Sinon, c'est à défaut du retour impossible dans le ventre maternel, l'attachement à celui ou à celle qui fera revivre au plus près la portance fétale. On sera lové au plus près des battements du cœur d'un autre. La fusion froide n'est pas sentimentale, elle est extrême, elle est glacée, sous une apparente indifférence ou brûlante. Elle est pulsionnelle, mais pas émotive. Pas le temps d'abriter des sentiments, où la différence de l'autre croîtrait en soi comme une ombre menaçante. Il faut faire comme si on n'était pas ou peu attaché et s'engouffrer dans cet être. Mais si l'autre vit sans moi, je meurs. Et si l'autre meurt, je meurs aussi. Ça, c'est le drame de la fusion et le drame de la passion. Et dans le tout début du texte, quand on parle de la séparation, mais aussi d'autonomisation, ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si on n'est pas assez armé, on ne peut pas rentrer dans la relation d'une façon saine et on va attendre de l'autre qu'il vienne remplacer la mère ou la succession d'ex-compagnons, compagnes. Donc, dans ces conditions-là, on ne peut pas construire quelque chose de bien construit, justement. C'est à ce travail-là qu'on fait allusion quand on dit qu'il faut se sentir armé. Et ça passe par un travail personnel, en psychothérapie ou en auto-réflexion, mais aussi avec des théories, des concepts et des façons de penser qui nous bousculent un peu. Donc, sans un cadre de pensée assez ouvert, assez libre et assez varié dans la pensée monolithique de la monogamie, par exemple, et de tout ce que ça implique, de classique, on ne peut pas déployer une éthique personnelle et une façon d'être dans les relations qui soit épanouissante. On ne peut que reproduire le concept, les préceptes, sans chercher la nuance personnelle et interpersonnelle. Et le choix, parce qu'après, si en toute conscience, en ayant réfléchi, en ayant lu, on choisit ce modèle-là pour des raisons qui sont toutes valables, c'est trop compliqué de se risquer à quelque chose de plus ouvert, même si c'est des illusions de sécurité, j'en ai besoin. Tout ça, c'est des raisons qui sont totalement valables, mais au moins on le fait en toute conscience. On le fait pas sans réfléchir. Ça a parfois du bon de pas réfléchir, hein. Oui. Rentrer dans la fusion, ça empêche toute réflexion. Dans la fusion, dans la foule, dans l'idéologie d'une secte, c'est confortable. Ça a un côté confortable, à court terme. Oui, et des coups qu'on ne voit pas tout de suite. Cet épisode sur Anne Dufourmentel vous a plu ? Mettez un petit pouce en l'air ou un petit cœur et faites-nous part de vos commentaires ou expériences. Dans un futur encas, nous traiterons un extrait de ce livre. Le prochain podcast sera le premier épisode d'un buffet de 3 plats
qui aborde le sujet passionnant des relations plurielles ou non exclusives dans toute leur complexité. Vous avez envie d'aller plus loin avec nous dans une réflexion accompagnée et dans un espace plus intime. Vous pouvez nous écrire à encadamour.contact@gmail.com. À bientôt. Je vais prendre une photo en même temps de nous. Ça te va? Oui. En train d'enregistrer. Ah bon, bah non, c'était sérieux, c'était bien avec les lunettes. Non. Non, je trouve que ça me vieillit. C'est vrai? Oui. Bah, et moi, ça me vieillit aussi, je ressemble à mon père. Non, mais toi, c'est sexy, t'es un homme. C'est vrai? Je vais voir si je l'enlève, si ça donne quelque chose de différent. Faut les laisser sur la table pour que ça dise, on est des intellectuels quand même. Quand même. Et le maté, c'est bien. Super. Le maté, c'est bien. Cool.